Alors, donc nous avons dit que pour calculer, pour savoir est-ce que la transformation est réversible ou réversible ou irréversible, possible ou non, il faut calculer S créé. Pour calculer S créé, nous avons dit que on l'a calculé après le deuxième principe, c'est delta S entre l'état A et B moins S échangé. Alors S échangé, on la calcule de la façon suivante, c'est Q échangé sur T sigma entre l'état A et B. Alors, mais pour calculer delta S, donc on va utiliser ce qu'on appelle la première identité thermodynamique ou la deuxième identité. Alors, la méthode utilisée pour calculer delta S, c'est d'après le premier principe de la thermodynamique, nous avons D de U est égal à delta Q plus delta W. Donc, on choisit un chemin réversible de telle façon que le travail, c'est P extérieur dV, avec P extérieur est égal à P, puisque le chemin est un chemin réversible, c'est-à-dire P extérieur égale à P, donc c'est moins P dV. Alors ça c'est le premier principe. Deuxième principe, ça donne D de S égale delta S échangé plus delta S créé. Alors toujours on choisit un chemin réversible. Alors supposez que vous avez le chemin réel passe de A à B, nous avons une transformation irréversible. Alors puisque S est une fonction d'état, alors delta S est égal à SB moins SA. Alors, donc, puisque c'est une fonction d'état, c'est-à-dire delta S et delta U ne dépendent pas du chemin suivi. Donc, on imagine un chemin qui n'est pas réel, un chemin réversible seulement pour faire le calcul. Donc, chemin réversible. Alors, parce que nous avons dit que pour les fonctions d'état, donc la variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi. Donc, on choisit un chemin imaginaire qui est simple, qui simplifie les calculs. Alors, donc toujours le chemin choisi c'est un chemin réversible, c'est-à-dire delta S créé égale à 0. Donc D de S égale delta Q échangé sur T sigma. Avec T sigma, c'est la température de l'interface qui est égale toujours à la température du système, puisqu'on est dans le chemin réversible, c'est-à-dire quasi statique, c'est-à-dire il y a toujours un équilibre, c'est-à-dire que chaque instant, T sigma est égal à T. Donc, c'est-à-dire delta Q échangé est égal à T fois delta S. Donc ça, on va la remplacer dans la première expression de D de U. Donc ça donne T ds moins P dV. Alors, d'après, c'est-à-dire que ds est égal à D de U sur T plus P sur T dV. Alors, c'est-à-dire pour calculer delta S entre A et B, il suffit d'intégrer D de U sur T plus l'intégrale de A à B, P sur T d de V. Alors cette formule permet de calculer la variation d'entropie entre l'état A et B. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la première identité thermodynamique. Alors, notez que d'après cette formule-là, alors on prend U qui varie en fonction de S et de V et S, une fonction à deux variables,
Donc ça différentiel, c'est la dérivée de U par rapport à V, à S constante dV, plus la dérivée de U par rapport à S, à V constante d de S. Alors, c'est-à-dire, si on compare les deux relations, il s'avère que on peut déduire que la pression, alors moi la pression ce n'est que ce terme-là, et la température ce n'est que ce terme-là. Donc c'est ce qu'on appelle la température thermodynamique. La température thermodynamique, T égale la dérivée de S par rapport à SV. C'est-à-dire, si vous avez la fonction U en fonction de Vs, on peut déduire la température en dérivant partiellement U par rapport à S. Alors, et la pression thermodynamique, on définit la pression thermodynamique par, alors remarquez ici que, alors la différentielle de U, donc moins P, c'est moins la dérivée de U, donc P, c'est la dérivée de U par rapport à V, avec un signe moins, à entropie constante. Donc on peut déduire aussi à partir de l'expression de U, on peut déduire la pression thermodynamique. Alors, il faut noter qu'il y a une différence dans la définition entre la pression thermodynamique et la température thermodynamique et la température cinétique. Alors, température thermodynamique et la température cinétique. Même si on considère que ils sont égaux. Donc la température thermodynamique, elle est définie par l'équilibre thermique. Alors lorsqu'on met en contact deux corps, un chaud et un froid, alors lorsqu'il y a équilibre, donc on dit que le paramètre qui a la même valeur, c'est ce qu'on appelle la température thermodynamique. Alors c'est-à-dire la température est définie à partir de l'équilibre thermodynamique. Et la pression cinétique et la pression thermodynamique, pression cinétique et la pression thermodynamique, elle est définie à partir de l'équilibre. Alors, supposez vous avez un gaz dans deux compartiments séparés par un piston, de telle façon que la pression ici est différente de la pression là. Alors, lorsqu'il y a équilibre entre les deux, on dit que la pression thermodynamique, c'est dans le paramètre, la pression thermodynamique sont égales. Alors là, donc la définition de température et pression d'un point de vue thermodynamique, c'est à partir de l'équilibre thermique et l'équilibre thermodynamique. Alors que la température cinétique, elle est définie à partir de l'agitation thermique, c'est-à-dire à partir de l'énergie cinétique à l'échelle microscopique, et la pression thermodynamique et la pression cinétique est définie à partir des chocs des particules avec les parois. Donc le choc à l'échelle microscopique des particules avec les parois. Ça, vous pouvez y revenir pour le voir dans le premier chapitre sur la théorie cinétique des gaz. Mais on considère, donc on admet que la température thermodynamique elle est égale à la température cinétique et la pression cinétique est égale à la pression thermodynamique. Alors ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsqu'on vous donne l'énergie interne en fonction de Vs, vous pouvez déduire la température et la pression. Alors, deuxième chose, c'est pour calculer delta S, on utilise cette identité thermodynamique. Donc ça c'est la première, qui est définie à partir de l'énergie interne. Et il y a la deuxième qui est définie à partir de
l'enthalpie. Deuxième identité. Alors là, donc, à partir de H, nous avons l'enthalpie est égale U plus PV. Donc, si on fait une différentielle, c'est DU plus P dV plus V dP. Avec D de U, donc D de U, d'après la partie précédente, D de U c'est TDS moins PDV. Alors ça, c'est DU. Plus PDV plus VDP. Alors DU, donc je rappelle que DU est égal TDS moins PDV. Alors je simplifie par moins PDV. Donc il reste que DH est égal à TDS plus VDP. Donc on peut déduire la différentielle, la variation infinitésimale de DS, c'est DH sur T moins V sur T dP. Alors ça c'est ce qu'on appelle deuxième identité deuxième identité thermodynamique. Alors là donc pour calculer la variation de delta S entre l'état initial et l'état final, il suffit de faire intégrale entre les deux états. Alors il faut noter que les deux identités thermodynamiques, c'est à prendre par cœur parce qu'il facilite le calcul de delta S et puis déduire, si vous voulez, S créé pour conclure sur la réversibilité de la transformation. Alors, on peut appliquer tout ça sur les gaz parfaits. Alors, pour un gaz parfait, alors nous avons la première identité thermodynamique, c'est ça. Alors, on peut utiliser la première identité thermodynamique, D de S égale D de U sur T plus P sur T D de V. Avec D de U pour un gaz parfait, c'est CVD dt. Alors, c'est-à-dire que delta S est égal à l'intégrale de CVDT sur T plus, alors, PV est égal à NRT aussi, c'est-à-dire que c'est P sur T, c'est NR sur V. Donc, l'intégrale de A à B, c'est NR D de V sur V. Alors là, c'est un intégral, si CV est constant, donc dans le cas où CV est constant, on peut faire sortir de l'intégrale et on obtient delta S. Donc ça, c'est l'intégrale de AB de dt sur tt, c'est un ln. Donc c'est CV ln de TB sur TA. Plus, et aussi ici, c'est un ln, donc log de VB sur VA. Alors, si on choisit donc un état de référence, on peut déduire l'entropie d'un gaz à n'importe quelle température. Alors, supposez qu'on passe de l'état 0 à l'état initial, un état initial, état de référence vers une température T. Alors, c'est-à-dire S moins S0 est égal à CV log de T sur T0 plus NR log de
V sur V0. C'est-à-dire que S est égal à S0. Si on a une entropie de l'état initial connu, donc on peut déduire l'entropie à n'importe quel état donné de température T et volume V. Log de V sur V0. On peut aussi utiliser la deuxième identité thermodynamique de la même façon, sauf que ici dH égale à Cp sur donc dH égale à Cp dt et V sur T est égal à NR sur P. Alors, c'est-à-dire est égal à Cp dt sur T moins NR sur P dP. Alors, simple intégrale, ça donne, si Cp est constante, donc ça donne Cp log de T, Tb sur T, Ta, moins NR log de Pb sur Pa. Alors ça, c'est entre l'état A et l'état B. Et on peut aussi déduire S à n'importe quel état de température T, de pression P, de la même façon que précédemment. Alors, on peut aussi citer la détente du Joule comme application, détente du Joule Gay-Lussac, pour montrer que c'est une détente irréversible. Alors, je rappelle, pour la détente de Joule Gay-Lussac, donc on ouvre le robinet et le gaz se détend pour occuper tout le volume. Alors, c'est-à-dire, si on applique la relation précédente, donc CV log de TB sur TA, ou T final sur T initial si vous voulez, plus NR log de V final sur V initial. Alors nous avons vu pour la détente de Joule Gay-Lussac, pour un gaz parfait, donc la température est constante. Alors c'est-à-dire que T final égale T initial. C'est-à-dire que delta S est égal à NR log de V final sur V initial. Avec V final, il est supérieur parce que le volume offert à l'état final, il est supérieur à l'état V final, il est supérieur à V initial. C'est-à-dire que delta S est égal, delta S, il est supérieur à 0. Donc V final est strictement supérieur à V initial, c'est-à-dire que delta S il est supérieur à 0. Et nous avons S crié est égal delta S moins S échangé. Avec S échangé, c'est donc c'est delta Q, alors l'intégrale de S delta S échangé. Alors, delta S échangé, c'est delta Q sur T. Il n'y a pas de chaleur échangée, c'est-à-dire S échangé est égal à 0. Donc, ça égale à 0. Alors, c'est-à-dire que S crié, il est strictement supérieur à 0. Donc, c'est une transformation irréversible. Donc, c'est une transformation spontanée qui se fait dans un seul sens et pas dans l'autre sens. Alors ça, donc, il faut noter une chose importante ici, c'est que pour les principes en général en physique, on n'essaie pas de les démontrer, mais on essaie de tester leur validité. Alors, c'est comme le premier
le principe fondamental de la dynamique. Alors là, donc on ne le démontre pas, mais on essaie de vérifier sa validité par des expériences, par l'expérience. Et chaque fois, on trouve qu'il est valide. La même chose ici, donc on a postulé le deuxième principe. On n'essaie pas de démontrer d'où vient, mais on essaye de voir est-ce qu'il peut expliquer beaucoup d'effets expérimentaux. Et ça, donc, comme vous avez vu ici, c'est que pour la détente de Joule-Gay-Lussac, qui est vraiment spontanée, donc on essaie avec le deuxième principe de montrer vraiment qu'il est spontané. C'est-à-dire que ça marche, le deuxième principe de thermodynamique. Donc donne une validité pour donc la détente de Joule-Gay-Lussac donne une validité pour ce deuxième principe. On peut l'essayer aussi sur la deuxième détente, la détente de Joule-Thomson. Alors la détente de Joule-Thomson. Alors nous avons delta S est égal à, si on utilise la deuxième identité thermodynamique, Cp log de T final sur T initial moins Nr log de P final sur P initial. Alors là, les températures sont égaux, c'est-à-dire pour un gaz parfait, c'est-à-dire que le premier terme s'en va, et on sait que la pression finale P2, il est inférieure à la pression P1. C'est-à-dire que ce terme est négatif avec le C-, ça donne positif. Delta S est supérieur à 0. Et la détente de Joule-Thomson, il est adiabatique. C'est-à-dire que S échangé égale à 0. C'est-à-dire que delta S, c'est-à-dire que S crié est égal à delta S moins S échangé est égal à delta S qui est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire aussi la détente de Joule. Donc ça c'est, si vous voulez, on essaie de l'appliquer sur la détente de Joule-Gay-Lussac. Et ça, donc, détente de Joule-Thomson. Alors, vous pouvez revenir pour la détente de Joule-Thomson et la détente de Joule-Gay-Lussac. Donc, j'essaye de voir est-ce que vraiment ce sont des transformations réversibles ou irréversibles. Alors, c'est-à-dire ici, S créé supérieur, donc c'est une transformation irréversible. Irréversible. Alors, pour la phase condensée, alors ça c'est pour un gaz parfait. Alors, pour une phase condensée, alors nous avons dit que du est égal à dH, à peu près, donc égal à C la capacité thermique, fois dt. Alors, d de U est égal à T ds moins PdV. Alors, puisque pour la phase condensée V presque reste constante, c'est-à-dire que d de U est égal à T ds. C'est-à-dire que ds est égal à 2 sur T est égal à C d de T sur T. Alors, Cc est constante. Alors, delta S est égal à C
L'intégrale de T, c'est log de T final sur T initial. Alors ça, c'est la formule utilisée pour calculer la variation d'entropie pour une phase condensée. Alors, si vous avez un corps qui passe de la température, on chauffe par exemple un corps de T1 vers T2, alors la variation de son entropie, c'est simple, donc on utilise directement la formule delta S égale à C log de T final sur T initial. Alors maintenant, on va aussi donc essayer de tester la validité du deuxième principe dans le transfert thermique entre un corps chaud et un corps froid. Donc, c'est-à-dire, on prend un corps chaud, donc un corps chaud et un corps froid. Donc, d'entropie S1, de température T1, masse M1, C1. Deuxième corps, entropie S2, température T2, M2, C2. Alors, on va les mettre en contact dans un compartiment calorifigé et on suppose que donc il n'y a pas d'échange de chaleur à l'extérieur et l'échange se fait seulement entre le corps chaud et le corps froid. Donc on va les mettre en contact. On va mettre ces deux corps en contact de telle façon qu'il y a un échange de chaleur entre les deux. Donc on sait que l'équilibre, donc le transfert thermique, il s'arrête lorsque la température s'égalise et égale à température d'équilibre T et noté TE. Alors notre système c'est S1, S2. S1, S2. Alors, d'après le premier principe, D de U est égal à D de U1 plus D de U2 égale à 0 parce que il n'y a pas d'échange de chaleur, Q égale à 0, pas d'échange de travail parce qu'ils sont solides. Donc D de U1 plus D de U2 égale à 0. Donc D de U1 c'est C1 D de T plus C2 D de T égale à 0. Qu'on peut écrire aussi M1 C1 capacité thermique massique D de T plus M2 C2 minuscule capacité thermique massique égale à 0. Alors, si C1 et C2 sont constantes, si C1 reste constante et C2 reste constante, on peut faire intégrale M1 C1 delta de T, 1 c'est TF moins T1, plus M2 C2, TF c'est T équilibre, TF c'est température d'équilibre, T1 moins T2 égale à 0. Donc on peut déduire la température d'équilibre, c'est M1 C1 T1 plus M2 C2 T2 sur M1 C1 plus M2 C2. Alors ça c'est la formule pour calculer la température d'équilibre lorsqu'on met en contact deux corps, un chaud et un froid. Alors, en connaissant les capacités thermiques massiques, la température du corps 1, la température du corps 2, et on peut déduire la température d'équilibre. Donc, cas particulier, si par exemple on a le même corps et même masse, c'est-à-dire M1 C1, M2 C2, donc la formule devient simple, TE égale à T1 plus T2 sur 2. C'est-à-dire si on met en contact un corps à 20 degrés C avec un corps en 40 degrés C, mais ils doivent être de même masse, même nature du corps, c'est-à-dire même capacité thermique massique. Alors la température d'équilibre, c'est T1 plus T2 sur 2. C'est la moyenne, c'est 30 degrés. Mais faites attention, lorsque les corps sont de nature différente, de masse différente, on utilise
l'expression suivante. C'est-à-dire ça, cette expression. Il vous permet aussi de calculer la température lorsqu'on mélange, par exemple, lorsqu'on met un morceau de fer chaud dans une quantité d'eau, de volume bien déterminé, de masse bien déterminée, on peut déduire la température d'équilibre final. Ou lorsqu'on mélange deux volumes d'eau, un chaud et un froid, une chaude et une froide, donc on peut déterminer aussi la température d'équilibre, la température finale. Alors, bien sûr, T équilibre, il est toujours entre T1 et T2. Maintenant, au niveau de la spontanéité de l'échange, c'est-à-dire la réversibilité des phénomènes, alors il faut calculer delta S. Alors, delta S, c'est une grandeur S, c'est une grandeur extensive, c'est-à-dire delta S du système, c'est delta S1 plus delta S2. Delta S1, c'est C1 log de TE sur T final sur T initial, plus C2 log de T final et TE sur T2. Donc delta S égale M1 C1 log de TE sur T1 plus M2 C2 log de TE sur T2. Alors là, donc pour simplifier le calcul, supposez que M1 C1 est égal à M2 C2, donc égal à MC. Donc c'est-à-dire que delta S est égal à MC log de TE au carré sur T1 fois T2. Donc on a utilisé log de A plus log de B égale log de AB. Alors delta S est égal, avec TE, nous avons déjà établi l'expression des log de TE, c'est T1 plus T2 au carré sur 2 au carré sur 4 T1, T2. Alors ça, c'est TE. TE dans le cas M1, MC1 est égal à M2, MC2. Alors, c'est-à-dire que donc il faut étudier le signe de cette quantité. Alors, on sait que T1 plus T2 au carré est égal à T1 au carré plus T2 au carré plus 4 plus 2. Donc on va essayer de calculer T1 au carré, T2 au carré, moins 4 T1, T2. Donc c'est T1 carré plus T2 au carré plus 2 T1, T2 moins 4 T1, T2. Donc est égal à T1, T2 carré moins 2 T1, T2 qui est égal à T1 moins T2 au carré. C'est-à-dire il est positif. C'est-à-dire que T1 plus T2 au carré est supérieur à 4 T1, T2. C'est-à-dire T1 plus T2 au carré est supérieur à 4 T1, T2. Donc log il est positif. Donc delta S il est positif. Donc S créé est égal delta S plus S échangé. Alors le système, faut pas oublier que le système, il n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur, il y échange que entre les sous-systèmes S1 et S2. C'est-à-dire que est égal à delta S est supérieur à 0. Donc S créé est strictement supérieur à 0. Donc c'est une transformation aussi réversible. Alors vous avez vu que on a
tester la validité du deuxième principe sur la détente de Joule-Gay-Lussac, qui est irréversible, et on a trouvé vraiment qu'il est irréversible d'après le deuxième principe. La détente de Joule-Thomson, le transfert thermique entre un corps chaud et un corps froid, donc il se fait dans un seul sens, du corps chaud vers le corps froid. Alors là, donc, il s'avère que le deuxième principe, ça marche bien, et il peut être utilisé pour savoir le sens d'évolution des transformations. Alors ça, c'est le but général de l'utilisation du deuxième principe. Alors vous allez l'utiliser aussi en thermochimie, c'est-à-dire en chimie, pour savoir est-ce qu'une réaction chimique peut se dérouler dans le sens direct ou le sens inverse, ou est-ce qu'il est réversible, c'est-à-dire est-ce qu'il peut se dérouler dans les deux sens, toujours en utilisant le deuxième principe de la thermodynamique. Alors, on est arrivé à la fin du deuxième de ce chapitre. Merci pour tout le monde.